Okay. Good morning, everyone. First and foremost, on behalf of everyone, I'd like to take this opportunity to thank Honorable Minister of Finance for the dinner last night. It was really a lavish experience. We've immersed ourselves into the Zimbabwean culture, and also we had the chance to savor your, as the German says, delicatessen. So thank you very much. So I have before me a distinguished panel. On my left-hand side, Her Excellency Judith Sumiwa Tuluka, the Minister of State for Planning of the Democratic Republic of Congo. On my right-hand side, I have Honorable Minister Collins Ndzovu, the Minister of Green Economy and Environment of Zambia. On my further right-hand side, I have Mr. Fudai Gulame, is the Commissaire Général au Plan de Comoros, so Minister of Plan of the Comoro, the Union de Comoros. And then on my left-hand side, Mr. Mamadou Bitey, the Executive Secretary of the African Capacity Building Foundation. So this conversation today is really about how we can make the most of our resources, renewable and non-resources, to facilitate the transition towards a greener and a climate-resilient world, and Africa in that matter, for that matter. It's about addressing the paradox of plenty. I mean, you've heard the statistics during these 4 or 5 days that we've been here, that we're endowed with all the resources, from water to forests, to minerals, to sun, and everything else that you can imagine. Yet, as presented in our report on economic and social conditions in Africa, we are at the bottom of many of those indicators. So it's about breaking that paradox of plenty. It's also about breaking away from resource extractivism, as we call it, namely where our resources are exported as raw materials, and wherever they're exported, we have enclaves with absolutely no links with the local economy. So it is about moving from that model to a model where our resources are fostering industrialization and economic diversification. It is also about facilitating price discovery, because for many of these commodities, let's put it that way, including carbon credits, we are price takers. You recall the reference to us selling carbon credits at less than $10, whilst in other jurisdictions, the same carbon is being sold for more than $100. So we need to invest more into being the price makers, and for which we have to look at the instruments that can facilitate that price discovery. It's about also reducing our exposure to external shocks. COVID-19 was very clear. I mean, from our food supplies to our access to vaccines, we're at the bottom of the procurement queues because of the size of our economies, because we don't have our own internal productive capabilities. So it is, and during that period, certain concepts were part and parcel of our lexicon, things like Afro-shoring, French shoring, near-shoring, which is basically about localizing your supply chains. And at ECA, we've introduced this notion of Afro-shoring. Basically, we need to produce locally, consume locally, in other words, made in Africa. And the factor that can make all of these aspirational goals possible is indeed the African Continental Free Trade Area, that will strengthen the business fundamentals of any of the initiatives that we want to pursue, and will, of course, create a market of 1.4. We need to investigate what is it that we can make better with a view to indeed realizing all of that potential. From the beginning of our Conference of Ministers, we did indicate that we need to move from potential to
action, for potential to real development outcomes. So that's the conversation that we are going to have today. It's about creating regional value chains, connecting better our countries. Our figures on intra-African trade are dismal. We are about maximum 16 to 20%, whilst the rest of the world are plus 60%. So we need to look at what are those factors that can increase product complementarity between our countries. In other words, increase the share of intra-African trade. And regional value chains can facilitate the transition towards that outcome. It is also about utilizing our comparative advantage to build lasting competitive advantages. So, in other words, it's about investing in things like research and development, science and technology, so that then we become, of course, the global powerhouse, as indicated at the Nairobi Declaration, the outcome of the African Climate Summit. So I would like to start this conversation with the Honorable Minister of Plan of DRC. I will ask the question in French. So I would invite, therefore, Your Excellencies, Honorable delegates, to use translation. Donc, Excellence, Madame la Ministre, sois bienvenue à cette panel. Donc, vous avez dit hier que la RDC est un pays solution. Est-ce que vous pourrez nous dire un peu de plus pourquoi est-ce que vous pensez que la RDC est un pays solution? Solution pourquoi? Merci beaucoup, Monsieur Pedro. Avant de répondre d'abord à votre question, j'aimerais bien d'abord commencer par remercier le gouvernement zimbabwéen ainsi que la Commission économique pour l'Afrique qui nous réunit aujourd'hui et qui nous permet de pouvoir partager entre Africains, parler de nos défis, de nos contraintes et voir ensemble comment on peut trouver des solutions pour le développement durable de l'Afrique. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, autre chose aussi, juste un petit clin d'œil à nos traducteurs, c'est bien, non, ce n'est pas Monsieur le ministre délégué du plan de la RDC, mais bien Madame la ministre en charge du plan. C'est juste un clin d'œil aux traducteurs. Alors bon, pour répondre à votre question de manière plus sérieuse, effectivement, RDC, pays solution, parce que aujourd'hui, et ça on parle du potentiel, nous avons 10% des forêts tropicales mondiales, nous avons 60% du bassin du Congo, et donc en termes de potentialité, quand aujourd'hui nous parlons de changement climatique et de toute la pression qu'on doit avoir au niveau de l'Afrique pour permettre au monde de combattre cette problématique, ce défi de changement climatique, l'Afrique est là et la RDC au centre en tant que pays de solution, vu tout ce potentiel en termes de forêt, mais aussi au niveau hydraulique. Donc nous constituons plutôt une force aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui en capacité d'aider les pays à combattre cette crise écologique, avec notamment notre capacité à, par exemple, absorber le carbone. Mais nous sommes aussi, on dit, nous sommes potentiellement forts, potentiellement riches, mais comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction, nous sommes en train de subir aujourd'hui, par exemple, le prix au niveau du crédit carbone. Et donc, pour ça, en tant que pays solution, aujourd'hui, nous avons décidé, nous, en partenariat avec le Brésil et l'Indonésie, qui constituent aussi des forces en termes de couverture forestière, de pouvoir nous mettre ensemble pour peser sur les négociations par rapport au prix du carbone. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons aller au-delà parce que, ensemble, avec les autres pays africains, nous devons aussi nous prémunir pour assurer que ce que nous avons préservé, que nous avons conservé,
pour la planète, parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisse aussi être rentable pour nos populations. Nous sommes dans un processus de développement. Nos populations, pour un certain nombre de pays, sont dans un état de paupérisation avancée. Il faut absolument que les efforts qu'on nous demande pour arrêter la déforestation, pour aller vers des économies renouvelables, puissent être récompensés à juste titre. Mais pour ça, nous devons être capables de pouvoir, sur le marché, négocier aux prix les plus forts pour ce qui nous concerne, pour que ce soit rentable pour nos populations. Et c'est pour ça qu'en tant que pays solution, nous ne pouvons pas continuer à subir, à accepter que les choses se négocient sans nous, et nous avons décidé aujourd'hui de pouvoir entrer dans les discussions et pour faire entendre notre voix. Merci. Merci, Excellence. En novembre 2021, avec nos partenaires comme la Afrexim Bank, la BAD, la Africa Finance Corporation, nous avons organisé la DRC Africa Business Forum pour aider la RDC et l'Afrique à monter dans la chaîne de valeur de production de batteries et véhicules électriques. Est-ce que vous pourriez partager avec nous qu'est-ce qui s'est passé depuis cet forum-là? Et nous avons déjà partagé avec tous les participants ici que l'étude que nous avons faite avec Bloomberg a démontré que la RDC est plus concurrentielle que la Chine et les États-Unis dans matière de coût de production, trois fois moins cher que la Chine, et aussi au niveau des émissions de carbone, sont 25% moins d'émissions que la Chine. Donc vous avez toutes les données, si je peux dire ça, pour devenir le centre pour la production des batteries et des véhicules électriques en Afrique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette grande forum que nous avons organisé à Kinshasa? Merci encore une fois. Encore une fois, on est parti sur le fait que potentiellement la RDC est un pays qui, en termes de minerais stratégiques, est bien positionné. On le sait tous, là, que nous sommes en pleine possession de plus de 60 à 70%, je pense, de la production mondiale de cobalt. Au niveau de lithium, on nous retrouve, etc. Donc, au niveau des minéraux stratégiques, on occupe une place importante. Seulement, le constat qui a été fait, c'est autant nous avons cette place importante en termes de production, mais il est important que nous puissions arrêter de subir les cours qui sont négociés au niveau international, parce que nous n'avons pas suffisamment de capacité de négociation. Et donc, il faut renverser la vapeur. Et pour pouvoir renverser la vapeur, il est important que nous puissions, nous, en tant que pays producteurs de ces minéraux stratégiques, pouvoir rajouter de la valeur ajoutée sur notre production. Et à ce niveau-là, on a eu à cette discussion pour pouvoir voir comment on pourrait, dans un partenariat avec le gouvernement zambien. Il y a mon collègue de Zambie qui est ici à côté de moi et qui pourra aussi revenir sur ça. Nous avons discuté pour avoir ce partenariat-là ensemble et pour pouvoir produire la batterie au niveau de la RDC et dans ce partenariat avec la Zambie. Et ce qui s'est passé au niveau de la RDC, il a fallu que nous puissions mettre en place un certain nombre de textes légaux qui nous permettraient d'y arriver. On a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil national de la batterie. Ça a été fait depuis. On a nommé les animateurs de cette structure. Et donc aujourd'hui, nous avons la structure qui existe, qui est en capacité de pouvoir poursuivre les discussions avec nos amis zambiens pour aller vers cette transformation de nos minerais stratégiques et pouvoir produire des batteries. Parce que, comme on le sait, cette batterie va nous permettre d'apporter une plus-value en termes
d'énergie renouvelable. L'autre chose, c'est que ça nous permet, nous, au niveau de la RDC, d'avoir un processus beaucoup plus intégré, parce que nous allons avoir la production où la région principale ou la province principale qui produit par exemple le cobalt est dans une zone principale qui est plutôt au niveau du Tanganyika, mais nous avons décidé de mettre cette usine de production de batteries au niveau dans le sud du Grand Katanga, ce qui nous permet aussi de pouvoir assurer une meilleure intégration de tout le processus entre l'extraction des minerais, le transport jusqu'à la transformation au niveau de l'usine qui va être du côté de Kolwezi. Et donc tout ça en partenariat avec la Zambie qui va aussi ramener une partie des minerais, mais qui va aussi permettre l'évacuation des produits finis, nous permet vraiment de nous positionner au niveau non seulement de l'Afrique, mais aussi mondial, pour être à terme un des plus grands producteurs de batteries. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de voir comment cela va se faire dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale. Et donc, comme vous le savez, la RDC a adhéré, a ratifié l'accord pour la ZLECAf. Donc nous, à ce niveau-là, on n'a pas de problème. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est à partir du moment où on a ce marché potentiel avec tous les pays membres de la ZLECAf, il est important au niveau interne qu'on puisse nous relever tous les défis en termes de gouvernance, en termes d'infrastructure, parce que c'est ça qui va nous permettre d'être compétitifs en tant que pays producteur de batteries. Donc c'est un peu tout ce travail-là qui a été fait, et je pense qu'aujourd'hui on est en bonne voie, et je pense que mon collègue après pourra revenir sur le côté zambien de ce partenariat. Thank you very much. So, Your Excellency, I'm now going to turn to you. As Minister of Green Economy and Environment, you have a huge responsibility to ensure that this transition is done smoothly. So, we are aware that Zambia has developed a carbon market framework that, among other things, will govern your participation in international carbon markets. We equally know that you are an active member of the Congo Basin Climate Commission. We as ECA are working with the Congo Basin Climate Commission with a view to establishing a carbon credit registry, which is a foundation for us to be able to market our carbon credits in the best possible way. So those are the fundamentals, investing in that infrastructure. So how do you see us moving from these national and regional level initiatives to an integrated continental carbon markets? Your views will be appreciated. Good morning, distinguished ladies and gentlemen. Sorry, I'll start by thanking Professor Nklobe and the Zimbabwean government for the warm hospitality extended to me and my delegation. And to state to distinguished members here that Zambia and Zimbabwe are like Siamese twins, including the countries in the SADC region, my sister here. When I came here, I think the problems were stated very, very clearly. One, Africa is debt distressed. All finance ministers I came across lamented the shrinking fiscal space they have to deal with. And by the way, I'm very, very happy that finance ministers invited us environment ministers. We have to work together and very clearly. And I called upon finance ministers actually initially to give more budget support to the environment ministries, because the effects of climate change are everywhere across the length and breadth of Africa, devastating our national development agendas. Right now we're experiencing an excruciating and punishing drought. There will be food insecurity.
there will be energy insecurity, there will be water insecurity. Another issue which came out very, very quickly, talking to finance ministers, is that we need to be in a hurry. And we are always in a hurry in rooms, but we are not in a hurry when it comes to implementation. Again, talking to finance ministers, we need to put this on the spot. Quickly, my start will be with what the DRC minister said. Africa is endowed with a huge natural capital, natural resources, the critical minerals, the ones which will be very important for this energy transition. Our aim with the DRC and other nations is to ensure that we do not export these in the raw form. We need to ensure that we value add. The energy transition will be dependent on Africa's natural resources. So to the countries involved, to the banks, and I'm glad that the World Bank, Afrexim Bank, and other banks are here. We also have been hearing and lamenting about the $100 billion, about reformation of financial institution, the architecture. These may not happen as quickly as we want. We need to look at to ourselves. And one of the issues the moderator asked here is about carbon markets. Africa has a capacity to sequester more than 30% of CO2. The capacity is huge. And yet this is the same natural resource endowment, which is very, very important for the livelihoods of our people. How do we balance the two? Utilizing it for the benefit of the world, for the benefit of ensuring that the 1.5-degree goal is attained. How do we then ensure that our people do not remain behind? Indeed, I think moderator also called for a regional roadmap. How do we work with the DRC to utilize the critical minerals, for example? How do we work in the region to ensure that the energy transition benefits our people? And obviously, in the end, benefits from the carbon markets. How do we ensure that our forestry and the Congo forestry, we are part of the Congo Basin, is a huge carbon sink, which the world needs to save it from itself? But how are we going to get the benefits if we do not come together? They say there's strength in numbers. How do we ensure that the pricing, which Professor Nchuve yesterday lamented, was $10, $20 a ton, and yet it's $100 a ton? How do we come together? And indeed, I think the gentleman who was talking about the artificial intelligence yesterday said we need technology. The people dealing with carbon markets, the private sector, are very well equipped. And they're dealing with us who may not be as well equipped. You need baselines. Benefits, getting benefits in the carbon market is complex. How does the private sector invest? So that there's a 50-50, there's an effective benefit sharing mechanism. In Zambia, we've come up with guidelines, we've come up with rules. I'll be presenting the climate change bill to Parliament next month. This is to ensure that this potential we have is utilized for the benefits of our people. Africa must benefit and benefit in a very, very big way. So I think the core, basically in summary for me, is that can we come together? Can we compare notes? These private sector investors who come and talk to Zimbabwe, talk to Zambia differently, and the benefits will not accrue effectively to our countries. So Africa must come up with a common framework, and they must negotiate as a collective. I think for me this is very, very important. I think for now I will stop here. And Thank you very much. Monsieur Foudaï Goulame, Monsieur le Commissaire général, alors que les Comores cèdent la présidence de l'Union africaine à la Mauritanie, durant votre mandat, la CA a travaillé étroitement avec votre pays sur la question vitale de l'économie bleue.
Cet effort a abouti à l'adoption de la déclaration de Moroni qui souligne les vulnérabilités et les besoins spécifiques des États insulaires africains, plaidant pour des investissements dans l'économie bleue afin de soutenir l'émergence des États insulaires et côtiers africains. Suite à votre récente accession à l'Organisation mondiale du commerce et dans le cadre de la ZLECAf, pourriez-vous nous dire quelles seraient les actions prioritaires pour accompagner les États insulaires africains à passer des pays isolés dans l'océan à des pays reliés par les mers au reste du continent et devenir les portes d'entrée du continent? Pendant le séminaire, la conférence que nous avons organisée ensemble à Moroni, ça a été une grande discussion sur la situation des pays insulaires. Et nous avons dit que souvent dans le processus d'intégration régionale en Afrique, nous parlons des pays enclavés comme par exemple l'Ouganda, etc. Et nous oublions les pays insulaires. Donc, Excellence, qu'est-ce que, après l'adoption de la déclaration de Moroni, vous êtes en train d'établir comme des processus pour adresser cette problématique? Comment intégrer de plus les pays insulaires dans l'économie géographique de l'Afrique pour profiter de plus de la ZLECAf? À vous, Excellence. Merci, Monsieur Pedro, cher ami. Professeur Motuli, Monsieur le ministre des Finances, du Plan et du Développement de Zimbabwe, Dr Hanan Morsi, honorable assistance, assalamu alaikum. Je saisis à cette occasion pour remercier les responsables de l'ACA pour m'avoir invité à cette conférence. Et je remercie également le ministre des Finances pour l'accueil chaleureux qu'il m'a particulièrement accordé, parce que j'ai fait une partie de pêche avec lui